Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez en direct à 11h sur la chaîne Bismart. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer avec les galères de raccordement qu'on a forcément tous rencontrées à un moment, ou avec la DSL, ou en migration vers la fibre optique. Alors comment expliquer l'ensemble de ces désagréments que nous subissons et comment on pourrait y mettre fin? Ce sera le sujet de l'interview avec Ivan Jovicic, président de TraceOP. Ce sera donc dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on parlera des marchés innombrables de la biométrie. Ça y est, on est vraiment rentré dans l'ère de l'utilisation de la biométrie. Jusqu'où ça peut aller, où on en est côté technologie. On en parle avec des experts tout à l'heure. Et puis on retrouvera notre rendez-vous Game Business. Alors là, on va parler de la place d'Apple dans le jeu, mais aussi du nouveau jeu d'Amazon et puis d'une étude épidémiologique qui a été réalisée dans le fabuleux monde de World of Warcraft. Et enfin, on conclura par un sujet, un zoom sur une innovation et demain, si on pouvait saisir des objets sans les toucher. Mais d'abord, donc place à l'interview sur ces galères de raccordement. J'ai avec moi une start-up qui s'est créée dans l'idée de développer une solution intelligente qui pourrait faciliter ce déploiement des réseaux de télécommunications qui nous pose tellement de soucis lorsqu'on veut se raccorder à la fibre optique ou avoir un peu de maintenance sur notre ligne ADSL qui montre des faiblesses. Bonjour Ivan Jovicic, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc le président de TraceOP. Alors, vous, j'imagine que l'idée de départ de votre start-up, c'est du vécu, non? C'est du vécu. En fait, TraceOP a été créée dans un premier temps pour la partie réseau des opérateurs. Et en fait, elle a été créée dans le but d'assister les opérateurs dans le cadre du déploiement et de la maintenance. Alors, les assister, pourquoi? Parce qu'ils ont du mal, ils n'ont pas les outils nécessaires pour le faire correctement, ce travail? À la base, dans le métier, oui, ils n'avaient pas l'outil. TraceOP a été créé en vue de leur permettre d'avoir des mises à jour en temps réel de raccordement et de suivre leur déploiement par signature de passage ou compte rendu d'intervention. Enfin, quand on doit raccorder comme ça des milliers de personnes, voire des millions pour certains opérateurs, j'imagine qu'il y a des process qui sont en place. Ah, bien sûr, il y a des process, mais qui ne sont pas tout le temps respectés. Ils sont où ces points de friction? Où est-ce que ça coince au moment du raccordement ou de la maintenance? Alors, il y a une première problématique qu'on a estimée, c'est une problématique d'interaction entre les opérateurs. Oui. Déjà, c'est la première. En fait, ils se partagent finalement les mêmes locaux. Des boîtiers de raccordement. Il y a un point de mutualisation, oui, effectivement. Il y a un point qui est le point névralgique. Ce point-là, aujourd'hui, n'a pas de référence commune à tous les opérateurs, quoi. Donc, TraceOP a imaginé une puce qu'on mettrait sur ces armoires-là qui permettrait, via un smartphone, à l'opérateur qui intervient de faire sa signature de passage et de valider le lien qui vient de raccorder, de mettre en service. Ça veut dire que, je ne sais pas si je prends un exemple très concret, l'opérateur Free opérant une maintenance pourrait déclarer son action auprès donc, de votre système et cette information pourrait remonter par exemple à Orange ou à SFR ou à Bouygues. Exactement, ouais, c'est l'idée en fait. D'accord, et ça passe, cette transparence totale sur qui fait quoi entre les opérateurs? Alors, les process, aujourd'hui, il faut comprendre qu'une zone qui va être déployée par un seul opérateur ou une DSP. Oui. Ou une délégation de service public. Cette zone, en fait, elle va arriver, ce déploiement va arriver à un point de mutualisation, et c'est comme je vous disais à l'instant, c'est ce point de mutualisation qui va créer le problème. Parce que chaque opérateur aujourd'hui a ses process. Dans le déclenchement d'une ligne, du montage d'une ligne, d'une route optique, l'opérateur A, lui, va créer sa route. L'opérateur B, qui est propriétaire de la zone, va créer la deuxième route. Et il y a ce cordon optique, ces fameuses armoires de rue qu'on voit
complètement avec des nœuds, quoi. Et ben, c'est ce point-là qui est névralgique, quoi. Où on va appeler un point de branchement opérateur, une boîte. Alors, justement, on va parler de ces armoires de rue. Quand vous dites pleines de nœuds, c'est-à-dire quand on ouvre, c'est le foutoir, il y a des fils qui se mélangent dans tous les sens. Bon, c'est ce qu'on avait vu au début de la DSL. Moi, j'avais l'impression que les choses s'étaient un petit peu arrangées avec la fibre optique, et vous me dites pas du tout. Elles sont dans un état... Moi, j'estime que non, pas du tout. Et c'est de pire en pire. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est la course au raccordement. Les opérateurs, enfin, les gens demandent du débit. Les opérateurs sont sollicités au maximum. Et puis, il y a quand même une politique là, d'abandon de la DSL pour une migration systématique vers la fibre optique. Donc oui, les choses urgent. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, là, ça s'améliore nettement, mais on est en pénurie de gens qui sont formés à la fibre optique. Aujourd'hui, on les forme. Il y a beaucoup de centres de formation qui se mettent en place pour former les gens, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui interviennent sur des armoires de rue ou sur des boîtiers qui ne sont pas assez formés au raccordement et qui créent de ce fait, créer des futures pannes potentielles dans le non-respect des règles d'ingénierie, dans le non-respect des règles d'ingénierie. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple tout simple. Oui. Ils arrivent sur un tiroir. La fibre optique, il faut savoir que c'est quand même un équipement qui est sensible à la poussière, qui est sensible à l'eau, à la poussière. Rien que le fait d'ôter un bouchon et de laisser un bouchon à l'air sur un tiroir, un bandeau de fibre optique, on peut générer des contraintes. Les gens arrivent, vont pas nettoyer, vont plugger, exactement, vont brancher directement le cordon. Et puis ça peut marcher sur l'instant, mais générer après coup des pannes ou des pertes de débit ou voilà. Puis alors, ces armoires de rue, c'est vrai qu'elles sont posées comme ça un petit peu partout. Tout le monde peut y accéder finalement. Oui. Alors, je sais qu'il y a des chantiers, il y a Orange, il y a des opérateurs... Tout le monde, je veux dire, même des non-professionnels, quoi. Le riverain qui a envie de faire un peu le ménage. Exactement, là c'est la mode. Ça devient de plus en plus courant. Les gens interviennent eux-mêmes dans les armoires de rue. En fait, on peut le comprendre. Quand on en a ras-le-bol d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose pour sa ligne, on se dit, après tout, c'est en bas de chez moi, pourquoi je n'irais pas voir comment ça se passe? Je ne dis pas qu'il faut le faire parce que c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée, ouais. Alors déjà, d'une, parce qu'il y a un risque. Un laser, c'est pas anodin. Un laser, un laser dans un œil, ça peut causer des séquelles. Des lésions, oui. Des lésions, oui, exactement. Et deuxièmement, quand on intervient comme ça, on est plus sujet à créer des pannes que à se dépanner soi-même. Il faut... Alors qu'est-ce qu'on fait, Yvan Jovici? Qu'est-ce qu'on fait contre ces galères de raccordement? Je pense qu'il faut sécuriser dans un premier temps, il faut sécuriser ces armoires de rue, il faut les sécuriser, il ne faut pas que les gens interviennent dans ces armoires. Et je pense qu'il faudrait un outil commun à tous les opérateurs pour bien référencer les liens. Et c'est vraiment de la traçabilité sur tout ce qui se fait dans ces armoires de rue qui pourrait changer la donne. Exactement, je pense, oui. Pour moi, oui, je pense que oui. Et puis un problème aussi de formation. Exactement, de formation. Il faut que les gens, sur le terrain. Et le respect des règles d'ingénierie, quoi. Et là, vous travaillez main dans la main avec les opérateurs. Comment vous qualifieriez votre travail avec eux? Alors moi, on a développé, TraceOP a été développé avec un bureau d'études. La solution, il y a la faisabilité, elle existe. On l'a proposé à des opérateurs, mais je pense qu'on était un petit peu en avance à l'époque. Et il fallait investir, donc c'était pas le moment. Et aujourd'hui, les opérateurs sont conscients des dysfonctionnements. Je sais qu'il y a pas mal de chantiers de lancés entre opérateurs pour essayer d'améliorer tous ces points-là. Espérons que vous soyez entendus. Merci beaucoup, Yvan Jovici, président de TraceOP, pour essayer de résoudre toutes nos galères au quotidien avec nos réseaux de télécommunications. C'est l'heure de notre talk. On va parler des multiples facettes de la biométrie.
Alors dans ce talk, on va voir large, on va faire le point sur les technologies biométriques, puisqu'il faut le mettre au pluriel, le champ des possibles aussi, la manière dont la biométrie peut transformer nos usages et même la société demain. On en parle avec Roger Carissot, responsable du secteur des paiements chez Fingerprints, qui est une entreprise mondiale de biométrie qu'on a déjà présentée d'ailleurs dans Smartech. On l'a dit aussi, on retrouve vos systèmes dans beaucoup d'appareils, beaucoup de smartphones. Beaucoup de notamment. smartphones. Et avec nous également Nicolas Diacono, aujourd'hui, j'ai du mal, pardon, analyste tendance et innovation technologique chez Échangeur BNP Paribas Personal Finance, d'ailleurs qui est notre partenaire sur l'émission en ce moment, qui nous permet d'accéder à des experts comme vous. Merci beaucoup. Alors on va commencer ensemble d'ailleurs, je le disais dans le sommaire, ça y est, la biométrie fait partie de notre quotidien. Vraiment, on y est ? C'est même pas aujourd'hui, ça date de quelques années, ne serait-ce qu'avec nos téléphones. Pour déverrouiller l'écran, empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Donc c'est déjà quelque chose qui est ancré dans notre quotidien de consommateurs, de citoyens à tout niveau. C'est arrivé comme ça sans en avoir l'air finalement. Mais c'est un peu ça, ouais, effectivement, avec... c'est arrivé parce qu'à un moment donné, il faut apporter cette sécurité, cette technologie qui permet de faciliter la vie. Encore une fois, c'est de faciliter l'utilisation d'un appareil et lorsqu'on tape un code PIN, très vite on s'ennuie à taper le code PIN, à ouvrir une centaine de fois son téléphone par jour. Il faut trouver une autre solution. Et la biométrie est la plus facile à faire. Oui, c'est la plus facile. Malheureusement, ça ne marche pas par exemple sur un téléphone quand on porte un masque et donc on est encore obligé d'en passer par les codes PIN. Il y a des progrès à faire. On en est où d'un point de vue technologique sur la biométrie ? Alors, il y a plein Quelle est notre maîtrise de cette techno ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de problématique technologique en tant que telle, parce que la biométrie, elle peut être effectivement sur l'empreinte digitale, l'iris, ça peut même être les veines du visage, on peut aller... On a parlé même ici dans Smartech d'un système biométrique qui lit les veines à travers bien sûr, le doigt. Bien sûr. On peut avoir effectivement le rythme cardiaque peut devenir le mot de passe universel par exemple, avec peut-être une bague connectée comme celle-ci ou un bracelet qui me permettra d'ouvrir tout, d'allumer mon PC, ainsi, voire même de payer. Donc en fait, technologiquement parlant, on a les choses. Maintenant, il faut déployer les cas d'usage, pénétrer le marché. Donc, ça a commencé avec les smartphones, ça arrive avec les cartes de paiement récemment, justement, avec les lancements, notamment de BNP Paribas sur cette carte-là. Et ça va se démocratiser, ça va s'accélérer au fil du temps parce qu'on est dans la simplification de notre quotidien grâce à ces technologies-là. Parce qu'aujourd'hui, professionnellement parlant, on a une démultiplication des mots de passe. Moi, je dois en avoir 10. Si demain, mon empreinte digitale... que 10, vous avez la chance. Professionnellement parlant, j'entends. Si demain, mon empreinte digitale ou mon rythme cardiaque me permet de tout déverrouiller et de plus souvenir de ces 10 mots de passe qui doivent être évidemment différents, ça me simplifie la vie, je suis plus productif et je suis gagnant. Il n'y a pas de frein technologique. Alors pourtant, je citais l'exemple du masque qui fait qu'on n'est pas reconnu par son téléphone. Il y a aussi des situations quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Pour l'instant, moi, je trouve qu'on n'est qu'au début de la perfection sur la reconnaissance. Il faut le voir d'un point de vue visuel. Utilisateur. La dernière fois, on avait parlé de la carte bancaire biométrique qui est en lancement avec BNP, qui marche très bien aujourd'hui. Il faut voir l'utilisation qu'on fait. Travailler ensemble en plus. Absolument, en lancement national. Et ce qu'il faut voir, c'est l'utilisateur. Travailler avec d'autres banques aussi ? Absolument. Il y a d'autres banques françaises qui seront annoncées bientôt, et d'autres banques internationales. On est sur 24 lancements. Ça va vraiment se généraliser. Voilà. Et encore une fois, c'est la même méthode, c'est la même demande. Comment je peux faciliter et oublier ce code PIN finalement ? Parce que ça crée une friction à chaque fois. Si je remets mon code PIN sur mon téléphone portable, ça m'embête si je l'ouvre 100 fois. Mais à la maison, c'est la même chose. Du côté des lecteurs, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses à améliorer sur les lecteurs de ces indicateurs biométriques qui nous identifient ? Si vous voulez, dans quelle application ? Là, par exemple, est-ce que pour s'assurer qu'à chaque fois ça fonctionne ? Non, d'un point de vue bancaire, la carte bancaire, elle fonctionnera comme n'importe quelle autre carte bancaire. Ça ne change rien. C'est là où on a une beauté technologique aujourd'hui. Non, de la reconnaissance, je te parle de l'empreinte. Pas du tout. Le lecteur dans un magasin ne changera rien du tout à une carte standard, on va dire. Ça se passe à l'intérieur de la carte en elle-même. Voilà. D'accord. C'est ça. Et comment s'assurer je parle vraiment du lecteur de l'empreinte. Ah oui. D'accord ? Oui. Je ne parle pas du lecteur de la Bien carte. sûr. D'accord. Je suis sur n'importe quel support. Comment s'assurer, je disais sur le téléphone, c'est vraiment perfectible. Comment s'assurer aussi qu'un lecteur d'empreinte digitale fonctionne à la perfection ? Sur quoi on peut progresser technologiquement ? Ce sont tous les tests que l'on fait en batterie avant que ces cartes soient sur le marché. C'est 3 ans de développement chez Fingerprint, cette technologie, de l'emmener à un point industriel, de pouvoir la produire en millions. Et ce sont des tests technologiques comme une voiture, on pourrait le faire avec une voiture ou d'autres produits que l'on connaît mieux. C'est des tests avec Visa, Mastercard, qui sont vraiment les personnes qui vont dire voilà les spécifications de tel type de carte, voilà les tests qu'on va faire, les batteries de tests. Et avant que ces cartes-là soient sur le marché, elles sont certifiées.
Ça veut dire que vous pouvez les garder dans la poche, elles peuvent être en flexion, torsion, humide. On parlait de passer les cartes à la machine à laver. Eh oui. Voilà, il faut que ça fonctionne. Voilà. Il n'y a pas sur le marché de technologie. On sait faire. Absolument, absolument. C'est ça la garantie, en fait. D'accord. Sinon, l'utilisateur et nous-mêmes, on ne va pas s'y retrouver. Absolument. Après, il peut y avoir des biais, effectivement, mais qui sont plus liés à la donnée qu'on va donner, en tout cas aux algorithmes, par exemple, de reconnaissance faciale, où on peut avoir de la donnée qui est biaisée. Parce qu'on va, par exemple, il y a un sujet avec Clearview, il y avait un gros scandale sur le sujet, parce qu'ils ont été récupérés de la donnée sur des réseaux sociaux, donc qui n'est pas neutre du tout. Et derrière, forcément, dans l'apprentissage et l'usage de ces données-là, c'est biaisé, donc la résultante est forcément biaisée, donc le résultat n'est pas bon. Donc on est plus dans ces phases d'apprentissage où effectivement il y a de l'amélioration à donner. Par contre, sur l'empreinte digitale, aujourd'hui, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de soucis technologiques à part entière. Par contre, sur la reconnaissance faciale, il y a beaucoup de progrès à faire, mais d'un point de vue vraiment de l'intelligence artificielle. De l'iris. Voilà. Là, on en est où là-dessus? Est-ce qu'on est au tout début de la technologie? Il y a différents domaines. Il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux d'iris. On peut avoir du multifacteur, ça dépend de ce que l'on veut faire. On peut avoir des niveaux de sécurité qui peuvent être empreintes et iris. Ça peut être une combinaison. Ça veut dire, est-ce que je veux l'iris à distance? Nous, par exemple, on équipe des terminaux de paiement en Inde, qui sont Aadhaar certifiés, c'est la régulation en Inde, qui permettent d'avoir un match, donc de dire c'est bien la bonne personne, la bonne identité, grâce à l'iris. Voilà. Donc il y a différentes fonctions liées à l'iris. Il y a le téléphone portable à l'iris, et non plus le facial, qui est implémenté en Asie. Il y a différents types de terminaux. La voiture, on a un partenariat avec Gentext aux US. Les rétroviseurs de voiture détectent le conducteur grâce à l'iris. Voilà. Et en fonction de ça, on va avoir des éléments de sécurité, de surveillance. Et alors moi, j'ai entendu parler aussi de la biométrie éphémère, c'est-à-dire où il y aurait des indicateurs qui changent. Oui, absolument. C'est ce qu'on parlait des algorithmes. C'est important de dire que vous allez faire du jardin, vous allez à la piscine, vous allez prendre une douche, il fait chaud, il fait froid. Il faut qu'il y ait de l'intelligence, et ce que l'on fait avec Fingerprint, c'est pas seulement du hardware. À chaque fois, on va regarder si vos doigts, finalement, si les empreintes, elles changent avec le temps. Oui. Elle change avec les activités que vous faites. C'est vrai. Il faut que ça fonctionne. Vous n'allez pas tolérer qu'aujourd'hui, vous allez payer, faire du shopping ce week-end, et ça ne fonctionnera pas. Et c'est ça, l'intelligence artificielle. C'est qu'elle va s'adapter et à chaque fois changer des éléments de contraste. Si on a les doigts secs, les doigts mouillés, on va adapter ces différences-là. Et c'est ça l'algorithme, en fait. Et c'est la même chose sur la biométrie comportementale, en fait. C'est-à-dire que quelque part, je pourrais vous authentifier sur votre manière de taper sur un clavier d'ordinateur ou d'utiliser votre téléphone. Donc tous ces éléments-là aussi sont des phases d'apprentissage qui sont dynamiques, et parce que ça évolue avec le temps. Par exemple, j'utilise beaucoup mieux mon smartphone qu'au tout début des smartphones en 2008. Voilà, donc ces éléments-là aussi à apprendre dans l'apprentissage et qui évoluent. Donc il y a une multiplicité des biométries qui assurent la sécurité, parce que vraiment, pour moi, le tenant et l'intérêt de la biométrie, c'est la facilitation et le niveau de sécurité que ça procure. Et c'est vrai que c'est en matière d'identification, on se dit que ça peut être l'identification universelle, parce que c'est assez naturel et simple. Finalement, il n'y a plus de mots de passe à retenir et de code. Mais en matière de sécurité, ça pose des nouvelles questions, puisque comme on a tous déjà scanné notre visage pour notre smartphone, il va falloir passer à des identifications plus pointues, plus multifactorielles. Tout à fait, j'irais même. Mais aujourd'hui, on travaille avec des gens qui savent gérer la sécurité. On travaille avec BNP. Ce partenariat de lancement de cartes se fait avec Thales, qui est quand même le leader mondial aujourd'hui, français pépite, aujourd'hui française autour de la défense, mais également de la sécurité. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont gérer ces données. C'est ça qui est important. Vous apportez des éléments qui vont faciliter la vie, mais quelque part, on va aussi avoir tendance à protéger ces données-là. Dans le cas de la biométrie d'une carte bancaire, elle reste dans la carte, cette donnée-là. Et ce n'est pas une image. C'est un ensemble de 0 ou 1 qui sont stockés dans un environnement sécurisé. Voilà, ça c'est important de le dire. Et justement, le stockage, c'est un des points peut-être délicats dans la question de la biométrie. Il y a beaucoup de propositions aujourd'hui qui tournent autour de zéro stockage d'indices biométriques, passer par de la cryptographie. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on cherche la solution qui permettrait d'avoir la sécurité maximale, parce qu'on sait ô combien c'est dangereux à partir du moment où on stocke de la donnée biométrique. Mais on est sur des réglementations RGPD classiques, entre guillemets. La CNIL se positionne dessus. Il y a même la Commission européenne, notamment sur la reconnaissance faciale dans les espaces publics, qui veut faire un moratoire sur les sujets. Donc, en tout cas, c'est pris en compte. On ne fait pas le Far West, on ne fait pas n'importe quoi comme on peut l'imaginer. Donc il y a des vrais contrôles, il y a des vraies institutions bancaires et autres pour qui la sécurité, ça fait partie de leur ADN et qui vont
pas faire n'importe quoi avec les données des clients, et encore plus sur la biométrie. Donc il y a des vraies régulations, il y a des vraies normes à respecter avant de lancer ces projets-là. C'est pour ça que ça prend énormément de temps. C'est 3 ans, comme mentionné, de développement. C'est des réflexions qui sont encore plus longues, parce que moi, les premières cartes, je les ai vues il y a 6-7 ans. Donc il y a eu énormément d'avancées sur ces sujets-là. Il y a encore de la régulation à mettre en place, de l'éducation aussi des entreprises, des utilisateurs sur ces usages-là à mettre en place. Évidemment, c'est primordial pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces données-là, comment on les utilise. Parce que quand vous avez enregistré votre visage pour déverrouiller votre téléphone, en fait, vous l'avez fait instinctivement. Comme les gens qui téléchargent du Candy Crush ne lisent pas les mentions légales. Voilà. Parce que c'est automatique, le bénéfice est supérieur au risque encouru, entre guillemets. Donc là, il y a une forme d'éducation à avoir là-dessus. Et pour les visages, il faut savoir que malheureusement, il y a des nouveaux dangers qui apportent, mais on va sortir un peu du sujet, mais autour des deepfakes, par exemple. Sur ces sujets-là, on peut transformer vos visages, vous faire dire ce que je veux à partir d'une vidéo de 10 secondes. Mais aussi, encore une fois, la biométrie s'adapte. C'est pour ça que sur la reconnaissance faciale, on va utiliser justement savoir l'implantation des veines sous-cutanées. On peut faire de l'analyse transdermique sur ces éléments-là, la chaleur corporelle, l'état de stress, le rythme cardiaque, pour valider le fait que c'est pas une photo, que c'est pas une manipulation. Donc les algorithmes aussi s'adaptent sur ces authentifications. Alors ça, moi je suis passionnée par le développement technologique et en même temps j'aime beaucoup le questionner. Donc je trouve ça génial de se dire que justement on va de plus en plus loin et qu'on est capable d'identifier une personne de manière unique et que ça peut être la clé universelle pour s'authentifier. Et en même temps, ça peut faire très peur. Jusqu'où on peut aller avec la biométrie? La peur n'évite pas le danger, comme on dit. C'est ça. Mais encore une fois, on a un environnement qui gère la donnée, qui protège, qui fait attention de dire comment on va utiliser cette donnée. On a les gens qui fabriquent, qui spécifient également ces régulations. Enfin, il faut savoir que l'identité, le facial et l'empreinte viennent quand même de nos cartes d'identité. On vient d'annoncer il y a quelques mois en France que la prochaine carte d'identité aura une empreinte. Enfin, c'est une bonne chose. Ce qui était le cas sur notre passeport. Voilà, absolument. Et le passeport, c'est on se met au niveau avec la CNI. Que ça vienne sur d'autres marchés aujourd'hui bancaires ou que ça vienne de la maison, parce qu'on peut parler également de la biométrie, comment elle pénètre d'autres domaines de la maison, du smart home, pour déclencher une alarme. On a même aujourd'hui, on travaille avec des gens qui font de l'électroménager pour définir un profil d'utilisateur. On a les voitures connectées aujourd'hui qui font appel au facial, mais également à la reconnaissance fingerprint. Voilà, il y a d'autres domaines et on aura toujours cette même problématique. Mais ça veut dire qu'on a dépassé le frein culturel, le cauchemar orwellien, tout ça, ça y est, c'est derrière nous? Oui et non. Enfin, on l'a toujours dans les réflexions. En tout cas, nous, on le voit pour baigner dedans. Il y a ces éléments-là. Et je pense que sur ce cauchemar, en tout cas, en Europe, on est plutôt bien lotis. Le régulateur fait très bien son travail. Donc, on est assez protégé. C'est pas le Far West comme dans d'autres zones géographiques du monde où, effectivement, il y a même des vrais sujets. À mon avis, il va falloir se positionner, puisqu'il y a des pays qui veulent intégrer l'ADN, donc qui est une forme de biométrie, pour remplacer les empreintes digitales dans le passeport. Et donc la nationalité. Donc dès lors qu'on arrive sur ces niveaux-là, il faut lever des vraies questions. Par contre, effectivement, comme c'est évoqué, mon assistant vocal, que ce soit Google ou Amazon, peut me reconnaître à la voix. Aujourd'hui, pour différents ces profils-là. Nous, on le voit sur d'autres salons, sur l'automobile, où quand je rentre dans la voiture me reconnaît et il adapte tous mes réglages, musique, siège, hauteur du volant, automatiquement. Donc on est dans cette simplification. Absolument. Et le domaine de l'automobile, c'est peut-être celui qui va voir le plus d'avancées. On a aujourd'hui... parce que il y a deux autres. C'est j'ai une automobile, je ne veux plus de clés. C'est un peu comme le code PIN. On veut tous oublier le code PIN. On est password de partout. On veut plus avoir de code PIN. La clé physique a disparu. Voilà. C'est un capteur qu'on garde dans la poche. Donc l'idée, ensuite, on va arriver avec ces nouvelles voitures qui vont être aussi pilotées, autonomes. Donc la difficulté vient d'authentifier le conducteur et d'être sûr qu'il est bien réveillé ou qu'il regarde bien la route. Oui. Donc s'il y a un problème d'authentification, il faut l'authentifier de façon différente, soit faciale, soit par l'empreinte. Mais après, il y a plein d'autres services qui peuvent arriver. Et payer au McDonald's, aller payer son péage, le parking. Il y a d'autres options qui peuvent se faire, qui vont faciliter la vie finalement. Voilà. Et on arrive sur ces mêmes... Qu'est-ce qu'on devra porter sur nous? Parce qu'il y a unique. Vous êtes unique. Oui. Alors, on n'aura pas l'obligation d'avoir une puce dans l'œil? Non, pas forcément. Mais ne serait-ce qu'un bracelet ou une smartwatch. Vous avez une montre connectée, elle prend votre rythme cardiaque. Un rythme cardiaque, il faut savoir que c'est unique à chaque personne. Alors, pas juste le battement par minute, mais des données sous-jacentes au rythme cardiaque, qui permettent d'être une clé universelle. Donc demain, votre smartwatch ou un bracelet permettra d'ouvrir ma voiture, de la démarrer, ouvrir ma porte de maison, payer en ligne, payer en magasin. Moi, je ne porte pas de capteur spécifique, ça veut dire qu'il va falloir des capteurs tout autour de moi.
Non, pas forcément. Encore une fois, il faut que la technologie, elle s'adapte à qui vous êtes. Vous êtes unique, de façon à utiliser, de façon répétable. Ce dont on parle ici, c'est à chaque fois que je vais ouvrir mon téléphone, je veux que ça marche. Chaque fois que je vais utiliser ma carte bancaire, je veux que ça fonctionne. Oui. Donc c'est la répétabilité de cette intelligence artificielle. Il faut que ça fonctionne à chaque fois. Et ça, c'est des tests, c'est de l'investissement technologique, c'est du travail, du développement, pour que ça soit répétable. Voilà. Et ça ne sera pas, si ce n'est pas répétable, ça ne viendra pas sur le marché. Et comme aujourd'hui, en fait, vous n'avez pas une seule application mobile, une seule marque de téléphone, c'est le même système. Sur la biométrie, il y aura plusieurs technologies qui vont s'entrecroiser pour justement répondre à tous les besoins, à tout type de profil. On ne sera pas forcément d'avoir une smartwatch, on peut avoir autre chose, ça peut être l'empreinte digitale, voilà. Mais il y a une démultiplication des usages et des technologies associées à ça. Alors justement, comment est positionnée la France sur ce marché de la biométrie ? Alors, si on regarde la partie paiement, on peut en parler quelques minutes. On a toujours été précurseurs dans cette innovation avec les banques françaises aujourd'hui et BNP aujourd'hui, qui se pose clairement en leader. La France aujourd'hui, parce qu'on est aussi un pays de la culture de la carte à puce. Vraiment, ça a été lancé Roland Moreno. Absolument. Et on a encore aujourd'hui des pionniers qui sont des leaders mondiaux aussi, qui sont devenus, avant Gemalto, qui est devenu Thales, du groupe Thales Défense aujourd'hui. On a GND l'allemand également, on a Idemia également. Ce sont 3 leaders qui sont nés quasiment dans la zone européenne et zone française, qui ont poussé ces technologies sans contact aujourd'hui, qui mondialement, avec l'effet Covid, qui a accéléré ces paiements sans contact. Vous avez 50 €, vous pouvez payer jusqu'à 50 €. En Angleterre, ils viennent de passer au 1er octobre à 100 pounds. Donc si vous perdez votre carte, voilà. Et ce qui n'est pas le cas avec la carte biométrique. C'est-à-dire qu'on lève cette barrière de 50 €. Ce qui est encore une fois dans la tendance de faciliter l'expérience client, l'usage, le paiement et fluidifier aussi, éliminer les frictions. Bon, très bien. Donc, on a une carte sans mauvais jeu de mots à jouer en France sur ces technos biométriques. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Nicolas Diacono, analyste tendance innovation technologique chez Échangeur BNP Paribas Personal Finance, et Roger Carisso, responsable du secteur des paiements chez Fingerprints. On part en pause et ensuite on se retrouve pour la séquence Game Business. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smartech. Alors on entre dans la deuxième partie de cette émission. On va découvrir une nouvelle innovation en toute fin d'édition. Mais avant, on a rendez-vous avec Game Business et Guillaume Monteux, qui est le président de la société Gatsby, spécialiste de l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors avec vous, on va prendre des nouvelles évidemment du monde du jeu vidéo côté business. Vous vouliez démarrer avec quoi ? Écoutez, c'est simple. Depuis le début de l'année 2021, il n'y a pas eu une seule semaine sans qu'il ne se passe quelque chose de structurant dans le monde des jeux vidéo. C'est un secteur qui se consolide, dans lequel les géants se rachètent et deviennent des colosses, et ils se battent à coups de concurrence qui s'organise à coups d'innovation et d'ingéniosité. C'est plutôt en fait sympa comme industrie. Les mouvements s'opèrent dans tous les domaines et pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Les consoles, les PC, les jeux vidéo, même dans le domaine de la publicité. On a encore vu tout récemment le géant Applovin, numéro 1 du secteur, market capitalisation de 32 milliards de dollars, racheter son concurrent à Twitter, et son concurrent s'appelle Mopub. Il devient un colosse géant numéro 1 du secteur. Il l'a acheté pour 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, c'est ce qu'avait payé Facebook pour acheter Instagram il y a quelques années. Il y a un autre géant, c'est Apple aussi dans le monde du... Ah oui, Apple est devenu un acteur très très lourd, mais il n'est pas vraiment identifié sur la chaîne de valeur. Et pourtant, le Wall Street Journal, qui a épluché l'ensemble des documents mis à la disposition de tout un chacun dans le cadre du procès Epic Apple, ils ont démontré qu'Apple avait gagné en commission sur les ventes et sur les achats in-app 7,3 milliards de dollars. Vous imaginez en plus le niveau de marge qui est associé à ces 7,3 milliards de dollars. En fait, ça fait d'Apple, sur la chaîne de valeur, un acteur plus gros que Sony, Microsoft et Nintendo réunis sans faire un seul jeu. Autre GAFAM dans la course, c'est Google, évidemment. Évidemment. Alors oui, les GAFA en fait sont devenus des acteurs majeurs dans le domaine du gaming. Pourquoi ? Parce que le gaming s'organise principalement autour des jeux casual et des jeux hyper casual. Les jeux hyper casual et casual, c'est des jeux sur mobile. Et mobile, c'est iOS et c'est Android, donc c'est Apple et c'est Google. Et comme on le voit effectivement sur cette première slide.
Alors, pardon, excusez-moi, justement, pour les GAFAM, on en a un autre dans la course, c'est Amazon, je l'ai annoncé dans le sommaire, et je voulais avoir votre avis sur ce que vous pensiez du nouveau jeu qui a été lancé par Amazon, qui s'appelle New World. Oui. On parle déjà d'un succès. New World, c'est une bombe dans le monde du gaming. Alors, on ne va pas parler du jeu en lui-même. Ici, ce n'est pas l'objet. On va essayer de regarder un petit peu ce qui va autour. Ce qui est intéressant de noter avec New World, c'est qu'Amazon démontre enfin qu'ils savent faire des grands jeux, des très beaux jeux, des MMO, qui sont des jeux massivement multijoueurs, très compliqués à faire, très compliqués à faire prendre, avec une durée de jeu qui dépasse, si vous voulez, les 200 heures, et autour d'un système de paiement qui est un peu particulier, parce que Amazon, en fait, vend son jeu, vous l'achetez 40 €, et puis voilà, vous pouvez y jouer ad vitam aeternam. Ce qui n'est pas la market practice dans le domaine, puisque typiquement en World of Warcraft, il y a une redevance mensuelle. Tous les joueurs payent 13 € par mois pour jouer. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément à redire sur ce jeu, notamment le système de quête qui n'est pas forcément très optimisé, mais c'est un carton. 1 million de joueurs la première semaine sur New World, et autant de joueurs qui ont regardé des streams sur Twitch. Amazon est tellement content du résultat du succès de ce jeu que le nouveau CEO d'Amazon, Andy Jassy, qui a succédé à Jeff Bezos, a déclaré que le jeu vidéo serait, dans les toutes prochaines années, un pilier de la société Amazon. Un nouveau, un de plus. Un nouveau pilier, absolument. Alors, vous avez parlé des MMO et de World of Warcraft. Justement, il y a une news assez étonnante. Une étude épidémiologique aurait été menée au sein de ce monde fantastique. Absolument. Alors, j'ai pas voulu vous parler ici de la Switch OLED. Parce que, pour moi, il n'y a pas de grande différence avec la Switch classique. Donc, j'ai préféré, effectivement, concentrer ce temps autour de cette étude-là, très sérieuse, parue dans le non moins sérieux journal le Lancet, qui fait référence dans le domaine médical et qui a été écrite par 2 épidémiologistes de renom, le professeur Nina Fenerman et Eric Lofgren. En fait, en 2005, ils ont observé dans le jeu World of Warcraft le comportement de 4 millions de joueurs dans ce jeu. Et ce comportement, en fait, était singulier parce qu'à ce moment-là, World of Warcraft, ils ont eu un bug. Ce bug a eu comme conséquence l'introduction accidentelle d'un virus. Alors dans le gaming, on n'appelle pas ça un virus, on appelle ça un debuff. C'est un sort qui affaiblit les joueurs. Et la caractéristique de ce virus, c'est qu'il était extrêmement contagieux. Et ce qui est rigolo, enfin ou pas d'ailleurs, c'est que dans ce jeu, le comportement des joueurs observés est rigoureusement le même que nous vivons malheureusement dans cette pandémie. C'est-à-dire que la quasi-totalité des joueurs ont déserté les grandes villes et tous les rassemblements pour aller dans les plaines, pour farmer et aller chercher des quêtes là où il n'y avait pas grand monde, tandis qu'un petit nombre de personnes restaient effectivement, faisaient comme si le virus n'existait pas et continuaient à jouer au jeu comme si de rien n'était. Bref, la modélisation comportementale des joueurs dans le jeu s'est révélée comme étant très très proche de ce que nous vivons malheureusement aujourd'hui. Comme quoi, en fait, les jeux vidéo peuvent être aussi un moyen de modéliser quelque part certaines maladies, voire avoir des impacts directs sur la recherche médicale. Et alors, comment s'est terminée cette histoire de virus, de debuff? En fait, il s'est terminé par un patch des créateurs du jeu, parce que, malheureusement, dans le jeu, l'épidémie n'a pas été endiguée d'elle-même. En fait, ce patch rendait donc impossible toute propagation du debuff. C'est une espèce de vaccin radical. Bon, WoW est sauvé. Avant de se quitter, on voulait aussi revenir ensemble sur ce vol et cette fuite massive de données qui a frappé Twitch. C'est incroyable. 135 gigas de données qui ont été volées par une source anonyme à Twitch. On a dit beaucoup de choses déjà sur le sujet. Tout a été volé, les codes sources, la rémunération des joueurs, absolument tout. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que c'est pas ça qui fait le plus mal à Twitch. Ce qui fait le plus mal à Twitch, c'est le vol des algorithmes de Twitch. Et ces algorithmes-là, c'est quoi? C'est des algorithmes de recommandation. Quand vous aimez bien un stream, comment est-ce que Twitch vous recommande un autre stream? C'est les algorithmes de détection des comportements offensants. Oui. Et c'est les algorithmes, si vous voulez, qui mesurent globalement la bonne santé et la bonne vitalité de la plateforme. Et là, c'est un savoir-faire que Twitch et Amazon ont construit pendant des dizaines d'années, une dizaine d'années, auprès de dizaines de millions de personnes. Et là, je pense que typiquement, la révélation de ces algorithmes peut leur faire mal. Après, il y a énormément de choses qui ont été dites autour de la rémunération. On a vu une fracture sociale énorme. 2% des joueurs
des streamers gagnent plus que le SMIC sur Twitch. Voilà, on a dit énormément de choses. N'est pas un bon streamer qui veut, et on a parlé de très grosses rémunérations. Pour moi, elles sont totalement justifiées et le reflet de la vie et de n'importe quelle industrie. Les bons streamers captent la majorité de la valeur de Twitch. Des stars, en fait. Voilà, des stars. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, pour cette revue de quelques actus fortes dans le monde du jeu et du business. Guillaume Monteux, président de Gatsby. À suivre, c'est notre séquence Et demain. Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Aujourd'hui, on va présenter donc une manière de saisir des objets sans les toucher. Oui, sans les toucher. C'est l'idée qui est venue d'un chercheur suisse qui travaille dans la robotique pour répondre à l'un des plus grands défis de ce secteur, saisir un objet sans l'abîmer et sans le faire tomber. On a déjà aujourd'hui découvert des technologies qui essayent de reproduire l'agilité humaine. Elles sont assez prometteuses, mais elles sont complexes, coûteuse et longue à mettre en œuvre. Alors cette solution, elle pourrait libérer finalement la robotique de cette problématique et adresser de nouveaux usages, par exemple dans le secteur de l'horlogerie. Et alors comment on fait donc pour saisir sans toucher l'objet ? Alors grâce à la lévitation. Alors il ne s'agit pas de magie, je vous rassure. En fait, le secret ici, ce sont les ultrasons. Voilà comment ça fonctionne. Vous avez deux demi-sphères qui composent la main du robot, de ce bras robotique. Et puis à l'intérieur de ces demi-sphères, il y a des haut-parleurs à ultrasons. Les ultrasons, ce sont des vibrations sonores de fréquences très très élevées qui sont absolument inaudibles pour l'oreille humaine. Ils sont contrôlés ici par ordinateur. Ce qui veut dire qu'en fait, ce sont des algorithmes qui vont définir l'intensité et la direction, l'orientation de ces ultrasons pour pouvoir capturer l'objet entre ces deux pressions. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que comme ces deux pressions sont contradictoires avec la sphère du haut et la sphère du bas, elles vont englober cet objet, le capturer au milieu des pressions acoustiques qui vont s'exercer et donc l'objet sera sans contact, maintenu dans une même position. Vous avez déjà été témoin de ces phénomènes certainement pour comprendre comment ça marche. Si vous avez une enceinte et que vous mettez du sable dessus, vous voyez ce sable bouger. Ce sont les mêmes formes, les mêmes forces ici qui sont en œuvre. Alors on n'a pas de détails sur le moment précis où il va être saisi, l'objet. A priori, pour l'instant, on comprend que l'homme doit le placer entre les deux sphères et puis ensuite les algorithmes et les ultrasons font le travail. Juste très vite, c'est réservé à des tout petits objets ? Tout petits objets, pas plus de 10 mm, pas plus de quelques grammes, mais ça peut marcher pour le secteur de l'horlogerie, on le disait, avec des tout petits objets qui sont très fragiles, qu'on ne doit pas abîmer. Ça pourrait être un secteur très prometteur. Merci beaucoup Cécilia pour ces séquences innovation dans Smart Tech au quotidien. C'était donc votre émission dédiée au monde du numérique et au monde de l'innovation. On se retrouve dès demain. Le jeudi, c'est le grand débrief de l'ActuTech dans Smart Tech. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.